Bonjour, bonjour. J'espère que vous passez un bon début d'après-midi avec nous. Je vais inviter à monter sur scène Guillaume Deschmitt de chez Leroy Merlin et Nicolas Lassalle de Zenica pour Leroy Merlin pour vous faire un petit Rex sur Turbine. À vous la parole, messieurs, et bonne présentation. Alors bonjour à tous, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre règle sur Turbine que l'on a intitulé Easy Kubernetes Deployments. Alors le premier contact que vous allez avoir avec Turbine, eh bien c'est moi, Nicolas Lassalle. J'ai été recruté il y a un peu plus de 2 ans maintenant par le Leroy Merlin France pour travailler sur Turbine avec un double rôle dans cette équipe. La première moitié de mon temps, c'est d'accompagner les différents utilisateurs de Turbine à appréhender l'outil. Et le deuxième, c'est d'être core dev de Turbine. Sinon, en vrai, je suis de Zenica Lille depuis 4 ans et demi. Et Zenica est une société de services et d'expertise en informatique. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume Desmith, je suis le product owner de Turbine. Je travaille pour Leroy Merlin France, qui est une BU du groupe ADO. Est-ce que tout le monde connaît Leroy Merlin France ici? Ouais, j'imagine que pas mal de monde, notamment je pense grâce à notre site internet leroymerlin.fr et nos magasins. Mais qui connaît le groupe ADO? Alors ADO, c'est la maison mère de plusieurs BU, notamment en France, avec Leroy Merlin, Bricoman et Zodio. Alors avant de vous expliquer comment est fait Turbine et comment on s'est organisé pour y arriver, voici un peu de contexte. Donc Leroy Merlin France ainsi que tout le groupe ADO ont lancé une démarche de transformation de nos SI historiques vers le cloud. Donc nous, côté site internet leroymerlin.fr, on s'est demandé comment on peut l'accompagner, comment aider nos développeurs à faire cette transition et surtout comment les aider à le faire mais sans le faire à leur place. Et c'est de cette réflexion qu'est sortie l'idée de faire un outil de CD en SaaS qu'on a appelé Turbine. Donc, un peu d'historique, il y a 3 ans, il a été décidé de lancer le projet du replatforming sur le site internet leroymerlin.fr. Donc le replatforming, c'est quoi? Ça consistait à casser les monolithes historiques en une centaine de micro-applications et micro-front-end déployés sur du Kubernetes. À l'époque, on avait choisi OpenShift. De développement avait déjà des notions de DevOps. Il faisait déjà le développement, puis ensuite le build et le déploiement de nos monolithes historiques par eux-mêmes. Mais certaines équipes n'avaient pas encore déployé d'image Docker dans Kubernetes. Et en plus, on voulait être sûr qu'on laisse une autonomie complète aux équipes. Alors, on a souhaité créer un outil commun à toutes ces équipes afin de garantir la chaîne de déploiement. Un des gros avantages, c'est le run et l'astreinte pouvaient être gérés de manière centralisée. Comme tout le monde déploie de la même façon, tout le monde peut facilement faire des rollbacks ou déployer une nouvelle version. Et du coup, on a sorti notre MVP en octobre 2018. Au début, c'était assez simple. Ça crée des namespaces sur OpenShift. Ça donnait les droits aux bonnes personnes et on commençait à faire des petits déploiements. Donc ça, c'est vraiment le début, c'est la naissance de Turbine. Et en fait, au fur et à mesure de l'augmentation de nos utilisateurs, en fait, on a commencé à être contacté par de nouvelles équipes faisant partie de Leroy Merlin France, donc plus uniquement du web. En effet, les personnes qui utilisaient Turbine en parlaient avec d'autres personnes. Les prestataires qui travaillaient dans mon équipe en faisaient la promo dans leur société. Et en fait, on a commencé à avoir des équipes qui voulaient faire partie de l'aventure, qui voyaient l'intérêt de l'utiliser. Et donc, on a commencé à se séparer de l'équipe web pour servir tout Leroy Merlin France. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé ce qu'on a appelé le Turbine Tour numéro 1. Le Turbine Tour, c'était le but d'inviter tous les développeurs de Leroy Merlin France afin de leur faire une démo de l'outil en mode sketch. Et après, on en parlait autour d'un apéro. Et en fait, grâce à cette démo, on a eu un deuxième effet, c'est qu'on a commencé à être plus visible. Et des personnes du groupe, donc de l'équipe qui s'appelle Cloud Native Partner,
nous ont contactés pour savoir si on pouvait travailler avec eux. Alors, leur but, c'est exactement le nôtre, c'est de fournir des facilitants pour les développeurs sur la CI/CD, mais pour les équipes d'ADO. Et du coup, eux proposaient des pipelines CI et ils cherchaient un outil simple de CD à intégrer. Et du coup, on a tout de suite vu qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Alors, nous, on fournissait l'outil et eux, ils faisaient la partie onboarding et support pour les équipes d'ADO. Et c'est à ce moment-là, on est devenu ce qu'on appelle un produit commun ADO. Ça veut dire que Turbine est devenu en fait utilisable par toutes les personnes du groupe ADO. Donc là, je vous propose de voir le résultat en démo de 2 ans de développement sur Turbine. Quand on se connecte à Turbine, on arrive sur le dashboard qui permet d'avoir un overview de l'activité récente de l'utilisateur. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Tous les utilisateurs du groupe ADO et BU peuvent se connecter afin d'avoir accès à minimum à la documentation et aux informations de contact. Pour pouvoir commencer à utiliser Turbine, il faut être ajouté dans une équipe. Ici, pour l'occasion, je fais partie de l'équipe Cloud Nord. Les membres d'une équipe sont autonomes pour gérer eux-mêmes les membres de leur équipe. Ensuite, cette équipe va devoir être rattachée à un domaine. Les domaines, c'est une structure arborescente pensée comme un arbre LDAP qui permet de rattacher une équipe sur un domaine avec un rôle. Ces rôles sont propagés de manière récursive de bas en haut. Ici, j'ai un rôle Cloud Nord sur la racine, ainsi qu'un rôle admin sur le domaine Cloud Nord. Ce domaine a 2 branches, Product et Other Stuff. On observe que les droits se sont correctement appliqués de manière récursive. J'ai donc les 2 rôles admin et Cloud Nord sur les 2 sous-domaines de Cloud Nord. Les domaines, c'est le cœur de notre mode SaaS. Les domaines nous permettent de répondre aux besoins d'habilitation dans un contexte multi-BU et de s'adapter facilement aux mouvances de l'organisation. Par exemple, un développeur peut être membre de plusieurs équipes ou bien posséder des droits élargis sur un niveau assez haut dans l'arbre des domaines. Autre exemple, les clusters Kubernetes mutualisés du groupe sont rattachés sur la racine et sont donc accessibles à tous. Tandis qu'une équipe peut posséder ses propres clusters Kubernetes et ne les rendre disponibles que sur le domaine qui lui appartient. Les rôles sont issus d'une matrice airbag classique qui nous permet de gérer finement les habilitations. Passons au vif du sujet. Turbine est un outil de CD qui permet de déployer des images Docker dans des clusters Kubernetes. C'est ce que l'on appelle les plateformes dans Turbine. On supporte des plateformes de type GKE et des plateformes de type OpenShift. Sur chaque plateforme, on peut préciser les types d'environnements disponibles, dev, QA, UAT1, etc., etc. Le code de Turbine a été structuré de manière à pouvoir ajouter facilement d'autres providers de clusters Kubernetes. Turbine est un outil basé sur Helm et on propose des modèles de déploiement préconfigurés que l'on appelle des templates. Un template est une association de 2 valeurs. La première est l'URL d'un chart Helm packagé et poussé sur JFrog. Et la seconde, ce sont des options de provisioning qui vont permettre la génération d'un fichier de values pour Helm. Le 80-20 est assuré par un chart, le standard API, qui est décliné ici en plusieurs templates. Les utilisateurs sont libres de créer leur propre template afin d'y associer le chart ou les options de provisioning de leur choix. Les composants sont les applications créées par les développeurs. J'ai ici enregistré un composant de démo rattaché au domaine de mon équipe. Un composant est le lien entre une image Docker et un template de déploiement. Ici, mon application est une web app. Une fois créé, je peux consulter les versions de mon composant, les tags Docker que j'ai trouvés sur l'image.
Je vais également pouvoir surcharger les options de provisioning issues du template. J'ajoute ici, par exemple, une variable environnement. Les composants pourront être déployés dans des environnements. Un environnement va correspondre à un namespace Kubernetes. Le nom du namespace est normalisé avec un préfixe issu des domaines et un suffixe qui va correspondre au nom, au type de l'environnement, ainsi que d'une valeur libre. On y attache des informations pour la facturation. Mais le plus important est la plateforme, c'est-à-dire le cluster Kubernetes sur lequel le namespace sera créé. Une fois mon environnement déclaré dans Turbine, je peux lancer sa création, c'est-à-dire son provisioning. Le provisioning est effectué grâce à un job exécuté de manière asynchrone. Chaque sous-job est responsable d'une petite tâche, telle que créer le namespace, appliquer les droits, etc. Je vais maintenant pouvoir ajouter le ou les composants de mon choix et sélectionner la version à déployer. Ici, un tag qui correspond à un build de branche. À noter que les jobs peuvent être lancés avec notre CLI, TUC, comme Turbine Client. TUC est particulièrement utilisé depuis les outils de CI afin de déclencher les déploiements une fois les images Docker construites. Si je reviens sur mon composant, je vais pouvoir consulter les différents environnements dans lesquels il est déployé. Chaque ligne correspond à un déploiement pour lequel je peux configurer les options de provisioning, c'est le dernier niveau de surcharge, mais aussi lancer un dry run provisioning, ce qui me permet de consulter in fine les manifestes Kubernetes générés par Helm. Pour chaque déploiement, j'ai accès à un catalogue de liens qui me permet d'ouvrir les consoles Kubernetes ou bien d'accéder au dashboard de métriques ou de logs, par exemple. J'ai aussi accès aux informations les plus importantes sur mon déploiement, en particulier le lien des routes créées. Bon, voilà, merci d'avoir patienté pendant cette petite vidéo. Donc, je vais vous présenter comment on a fait ça sous le capot. Et ensuite, Guillaume, pour la dernière partie, reprendra la main sur la partie organisationnelle. Alors, il faut repartir de notre toute première architecture. Au début, on avait une architecture très simple. On avait un front en Angular et un back qu'on avait codé en Python. Alors, dans cette première version du back, pas énormément de grand-chose à dire. On trouve une couche service hyper classique qui stocke ses données dans du Mongo, dans du Git. On appuie les Git maintenant. Et on a une deuxième brique qui existe toujours aujourd'hui, encore en Python. C'est notre moteur de job. Alors, lui, il va dépiler des demandes de job. Et en fait, son but, c'est d'interagir avec les systèmes tiers, donc en particulier les clusters Kubernetes. Le tout en lançant des sous-process, des commandes qui nous intéressent, telles que OC, kubectl ou Helm. Le tout directement depuis le pod. Alors, un job, c'est quoi? Eh bien, un job, ça va être une tâche d'exécution qui va être trop longue pour être faite en synchrone sur un call d'API. Donc, c'est pour ça qu'il y a une file d'attente pour pouvoir être traité au fil de l'eau. Et le job, il va être en charge de gérer l'interaction avec les systèmes tiers qui peuvent être plus longs à répondre ou bien qui peuvent être down ou bien on peut lancer des traitements un petit peu plus longs. Donc, c'est le but de cette façon de faire en asynchrone. L'avantage du job, c'est qu'on a conservé l'intégralité de tout ce qui s'est passé depuis la création de Turbine. Donc, on est capable de tracer ce qui s'est passé. Au total, on a écrit une quarantaine de jobs. Donc, les jobs, c'est par exemple créer un namespace, lancer un provisioning, déployer une image. On en a pas mal comme ça.
Donc c'est un Rex, cette presse. Donc tout d'abord le Rex sur le front. Ouais, alors voilà, ouais, ça ressemblait à ça au début. Ça, c'est la version qui est partie en prod au MVP. Donc on avait du Bootstrap CSS et des magnifiques des pièces de jeux d'échecs en tant qu'icône. Et donc oui, c'était notre logo, une turbine. On n'a pas trouvé beaucoup mieux. Merci Guillaume pour la petite barre du Mac qui traîne en bas. Alors là, il y a Julien, le décideur, qui est aussi sponsor de Turbine. Il nous a dit, bon les gars, vous avez un bon truc là, mais j'ai demandé à Fred de jeter un œil pour mettre un coup de pinceau dans tout ça. Fred, je sais que tu m'écoutes, donc c'est pour toi. Comme vous avez pu le voir lors de la Nemo, ben, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Pourtant, techniquement, il n'y a pas eu de grosse révolution côté front. On a commencé en Angular 2 et puis on a suivi les montées de version jusqu'en 8 aujourd'hui. On a quand même une base de code qui a grossi, donc on a modularisé pour profiter du lazy loading. Voilà. Par contre, le vrai changement, ça a été sur l'UI et l'UX avec Fred qui est arrivé dans l'équipe suite à l'impulsion de Julien. Elle nous a lidé un super taf sur tout ce qui est charte graphique, iconographie, wording, UI, UX, enfin, vraiment la totale, quoi. Bon, alors quand même, tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a fait beaucoup d'itérations, d'expérimentations. On a testé pas mal de choses avec nos utilisateurs. On a fait des retours en arrière quand ça ne le faisait pas. Si je devais donner un exemple, bah, il y a l'écran qui présente les déploiements. On a arrêté de compter le nombre de fois où on l'a refait. Là, c'est quelques versions que Fred a retrouvées dans ses archives. Bon, voilà. On continue sur le bac et tout de suite, je vais vous faire un rec sur le Python. Alors, au début, le Python, franchement, c'était un super choix parce que ça nous a permis de prototyper hyper vite. C'est un langage de script qui est assez facile à apprendre, qui a un bon écosystème. On voulait lancer des sous-process, donc ça permet de le faire plutôt correctement. Et puis aussi, on était... voilà. Par contre, le contre, bah, on s'est rendu compte rapidement qu'on allait avoir du mal à avancer sur Python, sur deux axes. Le faiblement typé, il nous a beaucoup fait de mal. On a vécu des évolutions fastidieuses, on a eu beaucoup de régressions, en particulier en prod avec des bugs de runtime remontés directement par nos utilisateurs. Et j'ai eu une grosse trace Python, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était pas top. Alors, à la limite, sur ce point-là, on peut dire qu'on s'est amélioré sur le temps et au final, on a appris à mieux structurer notre code pour éviter tout ça. Mais on a rencontré des difficultés à scaler. Donc, déjà, le choix de lancer des sous-process, c'est bien, ça va vite à développer. Par contre, lancer un sous-process, c'est lent et c'est consommateur de RAM. Donc, on a eu pas mal de pods qui ont explosé en plein vol, killés par l'orchestrateur en out of memory. Et deuxième partie, c'est l'asynchronisme. On a notre moteur de job qui est codé en full E5 avec la librairie A5IO. Et la couche reste, en fait, elle était codée en Flask, donc pas asynchrone. Et on s'est rendu compte que mélanger les deux, ça faisait pas bon ménage. Alors, in fine, on a quand même rendu asynchrone notre couche reste, mais ça n'a pas été à la hauteur de nos espoirs. Donc, ça nous a amené à un chantier de refonte de notre bac. On a fait des réunions d'archi, tout ça, on s'est réunis tous ensemble et on a défini deux axes. Donc, c'est de changer de langage de Python vers Golang. Et on a choisi de casser notre monolithe pour passer en microservices. Voilà, alors pourquoi Golang? Exactement l'inverse de ce qu'on avait sur le Python. On voulait du fortement typé. On voulait un langage qui soit performant et aussi Golang, il est natif avec les écosystèmes avec lesquels on interagit. Donc Docker, Kubernetes, Helm, tout ça c'est codé en Go. Et donc on voulait pouvoir importer les clients d'API directement dans notre base de code.
Et dernière raison, parce que finalement, c'est pas la plus importante, quoi qu'en pensent nos décideurs, l'équipe, elle avait envie. Voilà. Alors, si on devait comparer un petit peu l'approche entre les deux, il y a Nico dans l'équipe qui dit développer ma feature, franchement, ça m'a pris autant de temps avec Go qu'avec Python. Sauf qu'en fait, le temps que j'ai passé entre les deux, c'est pas du tout le même. Avec Python, 30 minutes à coder, 3h30 à débugger. Avec Golang, c'est l'inverse. Voilà, donc tout ça pour dire que ça nous a permis de fiabiliser nos développements. Tout ça, ça suit aussi avec le plaisir de programmer, de se dire, quand je livre ma feature, franchement, je suis sûr de moi. Voilà, alors attention, je ne dis pas que Python, c'est un mauvais langage. Rétrospectivement, je pense qu'on n'a pas su s'en servir correctement. Alors, en parallèle du changement de langage principal, on a introduit une stack microservices. Donc ça, c'est effectivement un graphe de nos microservices d'appel qui est issu de notre APM. Je ne vais pas vous décrire ça, microservice par microservice, ça n'a aucun sens. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait une base de code en Python qui était déjà bien grosse, avec beaucoup de features à l'intérieur. Et donc, on s'est dit que les microservices, on va pouvoir découper petite feature par petite feature, les mettre sur le côté. On savait déjà qu'il y avait certaines parties qu'on voudrait scaler assez fort, des bouts de code critiques. Et la stack microservices, ça nous permet d'expérimenter des features. Donc, on a des microservices qui sont jamais arrivés à terme et il y en a un qui est mort. Voilà. Guillaume, il rigole parce que c'est un microservice sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Bref. Alors, tout de suite, règle sur la stack microservices. Le vrai avantage qu'on a vu sur les microservices, c'est l'isolation. On s'est planté, hein, comme tous les développeurs, on a eu des bugs, et du coup, quand il y a un microservice qui crachait, il n'emmenait pas tout le reste de l'application avec lui. Donc ça, c'était plutôt bien. Par contre, on a des petits doutes sur l'uniformité de maintien de 15 microservices comme Turbine. Au début, on s'est dit on va bootstrapper très vite, on a déjà plein de trucs qui existent, on va réécrire. Donc du coup, c'est un peu risqué. Donc on a eu la mauvaise idée d'avoir un générateur de microservices. Donc rapidement, on bootstrap un squelette de code, on code dedans, on remet la feature. Ça va super vite. Par contre, le générateur, il faisait que générer, il ne faisait pas de mise à jour. Donc du coup, on a décidé de remonter tout notre boilerplate un peu technique dans une librairie, la Golib, qui du coup permet aussi bien le bootstrap que la propagation d'une modification. Ce qui nous amène aux règles sur le Golang, on n'a pas eu peu de problèmes de perf. Le seul problème de perf qu'on aurait eu, c'est lié à notre façon de coder qui n'était pas idéale. Voilà. Ce qu'on adore vraiment, c'est de pouvoir intégrer les clients d'API directement dans notre base de code. Ça, pour nous, c'est idéal. La principale difficulté qu'on rencontre, c'est la propagation d'une modif sur nos Golib. C'est hyper dur d'assurer un build cohérent sur tous nos microservices. Alors, sur toutes les features qu'on a développées, il y en a une qui est particulièrement technique, qui est notre moteur de provisioning basé sur Helm, sur lequel on a rajouté un certain nombre de petites choses sympas. Alors, au début, on était basé sur Helm 2 et du coup, on avait déployé un tiller, cluster Kubernetes cible, dans lesquels on déployait. Et je vous en ai déjà parlé, notre back en Python, il lançait des sous-process Helm pour créer les releases et les déployer. Mais il y a un grand mais, on avait fait un choix à l'époque de ne pas utiliser le templating Golang fourni avec Helm. À la place de ça, on avait écrit des plugins Python qui généraient les manifestes Kubernetes. Alors, c'était hyper souple parce qu'on était as code et donc du coup, on avait vraiment la main sur le YAML qu'on voulait sortir à la fin. Et il y a toujours un mais, il y a toujours la contrepartie qui est
que c'est quelque chose qui n'est pas standard. Et donc, du coup, c'était très mal vu, voire rejeté par nos utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On change de langage. Et puis, en plus, il y a Elm 3 qui est sorti entre deux. On a pu shooter tous nos tillers. Donc, ça, c'était vachement bien. Et puis, avec le passage au Golang, on a pu importer directement les packages de Helm dans notre code. Donc, on n'avait plus de sous-process à lancer. Ça, c'est vachement bien. Deuxième point noir de notre première approche, c'était les plugins Python qu'on a remplacés par des vrais charts Helm qui ont un vrai cycle de vie, qui sont versionnés, packagés, poussés sur JFrog, la totale. Par contre, on s'est quand même dit, on avait de la souplesse à ce code avec nos plugins Python. Comment on fait pour conserver cette souplesse dans notre nouveau moteur? Et donc, on a imaginé quelque chose qui va générer un fichier de values pour Helm. Comment on s'y est pris? Des values, on va pouvoir en définir sur 3 niveaux hiérarchiques différents. Le premier, c'est le template. Pour rappel de ce qu'on a vu dans la démo, c'est lui qui porte le chart Helm. C'est un niveau très large et qui va s'appliquer à tous les composants qui utilisent ce template. On a un deuxième niveau de surcharge qui est le composant. Donc, c'est là où on va introduire des modifications sur les values qui vont être propres au composant. Par exemple, il expose un port à tel endroit et ainsi de suite. Et un dernier niveau de surcharge qui va être le déploiement, donc qui est le couple entre le composant dans son environnement. C'est là où, par exemple, si j'ai une variable d'environnement supplémentaire à passer pour la prod, et uniquement la prod, c'est là que je vais le mettre. Donc la subtilité de tout ça, c'est que sur chacun des 3 niveaux, le template, le composant et le déploiement, ce n'est pas du YAML brut qu'on met, c'est un template Golang. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir injecter la définition des modèles de turbine tels qu'on les a définis au début. On va également pouvoir injecter de la data libre qu'on peut positionner au niveau des plateformes et des environnements. Et on injecte une troisième chose qui est un helper. Ce helper, c'est du code qui va s'exécuter dynamiquement au moment de l'évaluation du template sur chacun des 3 niveaux. Et donc, ce helper, il va nous permettre, par exemple, d'aller chercher le digest de l'image Docker qu'on veut déployer pour en disposer dans le values.yaml pour Helm. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir une grande capacité de factorisation et aussi, du coup, d'introduire au niveau du template des heuristiques assez simples. Donc là, sur mon exemple de gauche, par exemple, on peut voir que sur les environnements de type dev, on ne va créer qu'un seul pod sans HPA. Ou bien sur mon exemple de droite, on a mis en place une stratégie de diminution des ressources que l'on peut activer globalement. Quand on a mis en place ce truc-là, je ne sais plus combien de centaines de CPU on a gagné. Enfin bref, c'était rigolo. Alors, pour que ce moteur de provisioning il fonctionne correctement, il faut des charts. Et donc, dans l'équipe, on a écrit des charts que l'on dit manager, c'est-à-dire qu'on écrit nous-mêmes et que l'on va garantir qu'ils vont être cohérents en termes de features avec les autres fonctionnalités de Turbine. On va aussi garantir qu'ils sont rétro-compatibles ou bien on assume le breaking change à notre charge et je vous assure qu'on n'a vraiment pas envie de faire ça. C'est des charts qui sont compatibles OpenShift, GKE, et puis demain, tous les autres providers Kubernetes qu'on pourra intégrer à Turbine. Il y a un gros chart majeur qui s'appelle le standard API chez nous, qui est utilisé par à peu près 70% des composants de Turbine. On commence à recevoir des contributions de manière régulière sur ce chart. Alors, il y a un facteur de risque d'avoir un seul gros chart comme ça, enfin un gros chart utilisé massivement, c'est la régression, on régresse tout le monde, alors au moins on s'en rend compte rapidement. Néanmoins, on a développé un petit moteur de test unitaire qui génère les templates via Helm. On récupère les YAML, on désérialise tout ça dans les clients Go de Kubernetes, plein de TU entre deux, ce qui nous permet d'assurer que on sort bien du YAML valide avec les bonnes informations et que c'est un objet Kubernetes valide.
Voilà un petit peu pour la partie technique. Je vais rendre la main à Guillaume pour la partie organisation. Donc, après la partie technique, dans cette partie, je vais vous expliquer comment on a fait pour passer d'un mode plutôt en mode POC avec 3 archis et un runner à une équipe qui se complète. Donc, comme évoqué plus tôt, l'idée de lancer Turbine, elle est venue du site leroymerlin.fr, donc de l'équipe qui gérait le site leroymerlin.fr. On avait donc formé une équipe, plus petite équipe au sein de cette même équipe web qui regroupait des archis et un runner du site internet. Donc, c'était moi. L'objectif était toujours le même. On n'a jamais changé. C'est aider les développeurs à déployer le plus facilement possible leurs applications dans un environnement Kubernetes. Alors, les archis avaient l'habitude de travailler sur des sujets très techniques, mais plutôt de manière autonome, individuelle. Et les runners du site internet dont je faisais partie avaient l'habitude de travailler plutôt sur des sujets au jour le jour, mais sur des problématiques techniques, mais sans notre métier. Et du coup, bien sûr, la vision UX, on l'oublie un peu, si ce n'est complètement d'ailleurs. L'équipe a bien évolué depuis. Aujourd'hui, on a 4 développeurs à plein temps sur la partie core de Turbine. On a Nico ici qui passe la moitié de son temps aussi à développer sur le cœur, et l'autre moitié du temps sert à aider les utilisateurs sur Turbine à les onboarder. On a Fred, du coup, notre développeuse UI UX, et moi le PO. Alors, le début de l'équipe Turbine a été assez compliqué. Alors, pour ma part, j'ai été runner pendant 10 ans, donc j'avais jamais fait de pilotage de projet de développement. Les problématiques d'infrastructure, le stress de maintenir un site internet, ça, je savais faire. Par contre, me retrouver à prioriser des sujets pour proposer en fait un outil cohérent, ça me faisait vraiment paniquer. Et en plus, je pensais pas avoir la compétence technique pour m'imposer dans une équipe aussi pointue. Et du coup, au début, il n'y avait pas trop de priorisation cohérente sur les sujets. On travaillait à 2 en même temps, sans lien les uns avec les autres. Ou à l'inverse, on travaillait sur les mêmes sujets. Donc, en fait, les modifications, elles arrivaient en même temps. On n'avait pas vraiment mis non plus de méthodologie particulière. Donc, il n'y avait pas vraiment de structure et de rôle sur chacune des personnes. Et en fait, quand on sortait une feature en production, on se doutait qu'il y avait un besoin, mais on n'arrivait pas à raccrocher à un besoin utilisateur. Alors, dernier focus sur les problématiques. En fait, on avait donc les archis qui travaillaient, comme je dit tout à l'heure, de manière plutôt autonome, mais qui avaient des connaissances très pointues. Et du coup, quand je présentais ce qu'on allait faire en sprint planning, par exemple, en fait, on s'en sortait avec des longs débats sur la façon comment on allait le faire, qu'est-ce qu'on allait faire en premier, quelle techno on utilisait. Et en fait, le sprint planning durait des heures. Vraiment des heures. Quand je passe ça, on a déjà dépassé les 3 heures. De plus, l'équipe, en fait, comme on réunissait des gens très techniques, mais qui avaient aussi des environnements différents, on a eu pas mal de choix sur les débats des technologies utilisées. Donc, Nico l'a dit tout à l'heure, on a par exemple complètement changé la façon de gérer nos templates dans Turbine en passant de Python à Helm. Un changement radical. Et ces volte-face ont aussi un autre effet. À un moment, on passait notre temps à faire des migrations techniques. Et du coup, plutôt que sortir en fait des features pour les utilisateurs. On va prendre un exemple que Nico a dit tout à l'heure. La migration du langage de programmation de Python vers Golang, ça nous a pris 2 mois. Pendant 2 mois, on n'a pas sorti de features. On a sorti rien d'autre que de la migration. Par contre, grâce à ça, ça nous a permis d'être beaucoup plus serein sur l'avenir de Turbine avec l'augmentation de la charge qui arrivait. Donc, c'était nécessaire. Donc, en fait, comment on a fait pour s'améliorer? Ben, on a lancé une démarche agile. Alors, ça semble peut-être simple, mais en fait, c'était vraiment une demande de l'équipe en disant, voilà, on a besoin de structurer. Donc, on a demandé l'aide de coach agile chez Leroy Merlin pour nous aider à structurer l'équipe. Donc, ils ont repris les bases, ils nous ont expliqué ce que c'était l'agilité, parce qu'on était peu à avoir déjà travaillé en agilité, les différentes rituels, les rôles. Et en fait, de ce point-là, on s'est aperçu que les principales craintes de l'équipe, c'était par exemple une perte d'autonomie. Ils avaient peur de ne plus pouvoir travailler comme ils travaillaient avant. Ils avaient une autre peur, c'était
la peur du Scrum Master qui devient le petit chef. Le troisième truc aussi, c'était ils avaient peur de passer trop de temps en rituel, donc trop de temps en réunion. Et voilà, donc ça, c'était vraiment plus une peur pour la mise en place et qui nous a bien freiné au début. Mais on avait aussi un autre problème, c'est le moyen de se parler, de trouver comment se dire les choses. Parce je me suis aperçu que dans une équipe très technique, tout le monde a son point de vue, mais quand quelqu'un disait on va faire comme ça, en fait, les autres personnes de l'équipe n'osaient pas le contredire, et du coup, il y avait beaucoup de non-dits. Et du coup, on a bien adapté la méthode à notre contexte. On a mis en place des sprints de 3 semaines. Comme ça, on était sûr d'avoir le temps de développer des fonctionnalités assez grandes et assez en une fois, sans passer trop de temps en rituel. On a recentralisé, excusez-moi, mon rôle. C'est-à-dire que le PO, maintenant, il veut vraiment le PO. J'ai créé une roadmap, on l'a partagée aux utilisateurs. Ils ont interagi avec la roadmap. Dans la préparation des sprints, on les a améliorés. Les sprints étaient beaucoup plus travaillés afin qu'on ne passe pas notre temps à faire des débats sur comment on va le faire pendant le sprint planning. Et en fait, surtout, on a mis en place la prise de feedback utilisateur. Et ça, c'était la base de ce qu'on a maintenant. C'est vraiment se baser sur l'utilisateur et ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et enfin, sur la partie Scrum Master, on a décidé de faire un Scrum Master tournant entre les développeurs. Donc, en fait, ce que j'entendais, c'était ouais, on sait qu'on a le besoin d'un Scrum Master, mais on ne veut pas le faire. Et du coup, en le faisant tournant, il ne le faisait pas tout le temps, c'est pas tout le temps le même. Par contre, à la fin, il y avait tellement peu d'engouement, c'est qu'on s'en trouvait à faire des shifumi pour décider qui était le prochain Scrum Master. Donc la conclusion, c'est quoi? En fait, on s'est dit, il faut vraiment savoir se dire les choses. Et il faut se parler quand c'est le moment de se parler, quand on sort les idées, et ne pas le garder pour soi. Qu'il fallait mettre ses égos de côté. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a contredit quelque chose que je dois m'énerver et autres. Et dernière chose, c'est il faut savoir se remettre en question. Un choix technique qu'on a fait il y a 6 mois, il peut être mauvais ou pas, mais on peut le remettre en cause en tout cas. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et c'était pas si facile à mettre en place dans une équipe comme la nôtre. Et voilà, sur le truc, à chaque fois qu'on se prenait la tête, parce que c'est déjà arrivé, on finissait toujours par boire un coup. Donc je compte même pas le nombre de fois où on a fini la réserve de vedette IPA du bureau. Alors, on avait mis en place de la structure dans l'équipe. Par contre, depuis le début, on savait un truc, et ça on était sûr, c'est qu'il fallait aider les personnes à utiliser Turbine. C'est pour ça qu'on a mis en place l'accompagnement et le run transverse, le run tournant. Donc l'accompagnement, en fait, ça permet à l'utilisateur d'être guidé dès son arrivée en Turbine. On ne laisse pas arriver dans l'outil, cliquer partout et commencer à s'énerver pour pas comprendre, ne comprenant pas l'outil. Donc aujourd'hui, c'est Nicolas qui est avec moi, qui d'ailleurs passe à la moitié de son temps dédié à l'accompagnement de ces nouvelles équipes. C'est un vrai investissement qu'on a mis en place et c'est notamment grâce à ça qu'on a réussi à avoir autant d'adhérence sur l'outil. Donc, quand une nouvelle équipe veut tuer Turbine, en fait, on va lancer 3 phases distinctes. La première, c'est la prise de contact. En fait, ça permet de faire connaissance avec cette équipe-là et connaître surtout son degré de maturité sur le développement, la containerisation ou même Kubernetes. La deuxième phase, en fonction de ce qu'on a vu dans la prise de contact, on lance l'onboarding. Donc, Nicolas, il va prendre du temps avec eux, prendre de leurs applications. Et en fait, il va travailler avec eux pour faire un premier déploiement avec l'appli. Et ça va permettre que directement, ils vont voir du début à l'autre le fonctionnement de l'outil et il va leur expliquer les différentes fonctionnalités qu'on a à côté. Et après, si besoin, on appelle ça le post-accompagnement. S'ils ont besoin d'une deuxième couche de formation, il peut repasser du temps avec eux. Et en fait, on s'est aperçu que ces contacts directs avec les utilisateurs, c'est un deuxième effet très bénéfique, c'est qu'on récupère direct du feedback. En fait, Nico, il voit les personnes cliquer sur l'outil, voit comment il l'utilise, et du coup, ça nous remonte directement des informations sur la partie UX et sur la partie fonctionnalité pour alimenter la roadmap. Voilà. Donc ça, la partie accompagnement, c'est un gros morceau et on est vraiment très content d'avoir mis ça en place. Et la deuxième partie, c'est le run. On a un outil SaaS, ok, mais c'est un outil SaaS qu'on a mis en place chez nous et on a voulu absolument mettre en place un run tournant. C'est-à-dire que les développeurs de l'équipe, à tour de rôle pour une semaine, ils prennent leur tour de run et on a un support de l'outil en direct. C'est-à-dire que
les utilisateurs de Turbine peuvent nous contacter pour un problème de déploiement, pour un problème sur une utilisation de l'outil, ou carrément sur un problème sur les clusters Kubernetes qu'on utilise. Et en fait, pour ça, on a mis en place un formulaire dans un channel Slack. Et du coup, on parle directement avec les utilisateurs. Ils peuvent nous remonter des bugs qu'on corrige en direct. Et ça nous permet aussi de discuter avec eux sur des features qu'ils aient besoin. Et pour finir, en fait, on a mis en place du process, on a mis une méthode, on a mis en place toute une structure pour accompagner et aider nos utilisateurs. Mais l'équipe, ils m'ont monté en rétro de sprint, ils m'ont remonté un truc, c'est que il dit c'est bien, mais on devrait aussi travailler sur des sujets d'innovation, mais qui ne seraient pas liés à ce que tu nous proposes en sprint. Et du coup, on a décidé de lancer ce qu'on a appelé l'Innovation Week. Donc l'Innovation Week, c'était un concept. En fait, après sa semaine de run tournant, le développeur qui a des fois un peu galéré dans sa semaine sur le run parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations, eh ben, il a le droit, la semaine d'après, de prendre une semaine pour travailler sur un sujet de son choix. Donc ça peut être un POC, ça peut être une amélioration sur Turbine, ou alors carrément un sujet d'ouverture. Et à la fin, il devait le présenter à l'équipe. Je vais vous en présenter qu'un seul, mais dans la slide, on voit pas mal de features qui ont été développées lors de cette innovation. Certaines ont été intégrées dans les roadmaps dans l'outil, des fois, et des fois, pour certaines, donc là, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a certaines qui n'ont pas été mises en place parce qu'on n'a pas réussi à vraiment retrouver un gain. Moi, je vais vous parler de Leadling. Leadling, c'est une petite fonctionnalité dans Turbine qui permet de faire beaucoup de FinOps. En fait, le but de Leadling, c'est d'endormir ces applications, donc un namespace complet à une heure voulue, donc par exemple la nuit ou le week-end, pour ne pas payer ses ressources. Et en fait, quand le PO ou l'équipe arrive le lendemain pour utiliser, ils ont juste à cliquer ou à faire un appel d'API ou de l'application pour qu'elle se réveille automatiquement. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une gestion de ses ressources le plus optimisée possible. Et du coup, aujourd'hui, c'est utilisé dans plus de 250 namespaces dans Turbine. Un réel gain de FinOps. C'est fini pour la partie organisation. Je vais laisser à Nico le mot de la fin. Alors, en petit mot de la fin, pour conclure ce Rex, nos principaux détracteurs, ça a toujours été les partisans du GitOps. Néanmoins, si on laisse parler les chiffres, on est parti des 10 feature teams du web de Leroy Merlin France. Et 2 ans après, on a 160 équipes qui utilisent Turbine sur 3 BU différentes. Ça représente 12 000 applications dans presque 1 millier d'environnements. En volume mensuel de nombre de déploiements, on pilote aujourd'hui à peu près 14 000 déploiements d'images Docker par mois. Donc là-dessus, on a une vision à 2021 qui est de doubler ces chiffres et de continuer à bosser, à travailler pour nos utilisateurs. Alors, je vois que vous avez des questions. Il y en a beaucoup en rapport avec le SRE. Ouais, Guillaume, il est là. Alors. Quelle est la différence entre la démarche SRE et une démarche DevOps? Alors, c'est pas un sujet super simple à expliquer. Pour moi, la partie DevOps, déjà, on se centre sur la partie développeur. Donc, c'est vraiment comment aider les développeurs à passer d'un stade de projet, donc juste du début d'une application jusqu'au bout et de pouvoir laisser la main à nos développeurs pour pouvoir builder, déployer et à la fin runner. Parce qu'on n'a pas tout montré, mais on a aussi beaucoup de features qui permettent d'aider nos développeurs à avoir des métriques automatiquement dans du Datadog et de les aider à faire leur run en autonomie. La partie SRE, pour moi, c'est une mise en place un peu plus globale d'une organisation. Enfin, c'est plus une organisation à mettre avec le métier, donc c'est un peu plus large. On doit emmener la partie PO, plutôt métier d'une application, on doit emmener le métier, parce que ça doit être validé aussi par nos dirigeants, alors qu'une philosophie DevOps, on peut déjà la travailler juste en sein d'une équipe de développement. Moi, le SRE,
Euh, Alors, la Sylvain Belette de Anonyme. Ouais, il y a des Silver Belette. Non, ça n'existe pas en fait. Très joli jeu de mots. Euh, un incident automatisé, c'est pas un fixe sur l'app. Ouais, je préfère quand les bugs ils sont reproductibles, c'est clair. Et là, il y a toutes les questions qui disparaissent. Faut-il gérer et comment la dette technique de ces scripts et leur amélioration? Je ne sais pas de quelle partie exacte tu parles, Xavier. Comment gérer la dette technique? Bah, il n'y a pas de choix. À un moment donné, il faut le faire. Comment? En libérant du temps et en essayant de se dire que la dette, ça peut toujours être capitalisé pour faire quelque chose de mieux. Donc, est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on se fait quelque chose de plus cool? Est-ce que ça... En tout cas, on a toujours, je sais pas dans la partie, si c'est dans la partie, je vais dire comment. Par exemple, on met en place une fonctionnalité chez nous, la dette technique au niveau de l'appli, on l'assume, on va pas la traiter forcément maintenant. Par contre, j'ai toujours dans ma roadmap et dans mes sprints d'après, on découpé, mis des petits morceaux par petits morceaux, enfin, des petits items qui me permettent de résorber cette dette. C'est ce que je fais, ce qu'on a fait avec le moteur de provisioning qui est encore, l'ancien moteur de provisioning, il y en a encore un petit bout en Python actuellement. Un gros bout d'ailleurs. Et au fur et à mesure des sprints, on en prend des petits bouts par petits bouts pour pouvoir les enlever. Et en tout cas, et ce qu'on fait aussi, c'est pour éviter de garder trop longtemps des dettes techniques. Si c'est des migrations qui ont des breaking change pour nos utilisateurs, on l'assume et on le prend pour eux. On le fait à leur place ou avec eux, en tout cas, mais on va pas dire on voulait laisser 3 mois aux utilisateurs pour faire le changement et finalement on s'aperçoit qu'au bout de 3 mois c'est pas fait. On préfère le faire à leur place si on peut l'automatiser et que ce soit transparent pour eux, ou alors on va les voir pour les aider. Partie Spinnaker. Ouais, alors Spinnaker, justement, c'est un outil que Simon dans l'équipe a testé en semaine d'innovation. Du coup, je l'ai slacké vite fait entre deux. Spinnaker, c'est facilitant avec une vue plutôt pour les techos, là où Turbine, on arrive avec une vue accessible plutôt à tous les corps de métier qu'on aurait à adresser. Aussi, dans Turbine, alors on ne le montre pas forcément, mais on intègre les écosystèmes ADO, donc on va faciliter la vie sur les développeurs avec l'intégration avec Volt, avec pas mal avec le centralisateur de log, avec le Datadog qui commence à être beaucoup utilisé. Tout ça, ça aurait été peut-être un peu plus difficile de l'intégrer avec Spinnaker. Alors, on ne fait pas que, pour répondre à la deuxième question en rapport avec Spinnaker et le code YAML, ce qui se passe, c'est que comme ça peut être vachement factorisé au niveau des templates et qu'on fournit des charts Helm qui vont correspondre à on déploie une API, on déploie une web app, enfin vraiment en 80-20 de ce qui se fait dans les équipes de dev, voire les très petites équipes de dev, elles peuvent commencer à utiliser, à déployer leurs images sous forme de containers Docker dans des orchestrateurs sans de prime abord devoir commencer à écrire la blinde de YAML. Néanmoins, le système il est ouvert et ils peuvent le comprendre au fur et à mesure et adapter, l'enrichir. On a reçu des paires de personnes qui connaissaient presque pas Helm au début, YAML, Kubernetes, et qui nous ont fait des trucs plutôt cool. Alors l'historisation, ouais, on l'a longtemps perdu parce qu'au début, on s'était dit qu'on stockait nos modèles dans Git. D'un point de vue perf, ça ne collait pas avec ce qu'on voulait. Donc on a tout mis dans le Mongo et on a récemment implémenté le versionning. Donc à chaque fois qu'on save quelque chose, on est capable de retracer tout l'historique des révisions. Alors c'est peut-être pas aussi puissant que du Git, mais c'est déjà au moins mieux que c'est intermédiaire. Avec voilà, pour comparer en mode YAML une version qui a été faite même plusieurs mois avant. On historise tout maintenant au sein de l'application. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions, à moins qu'il y en ait dans le chat qu'on ait raté. Ah, salut Michel. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce talk. Merci. Merci beaucoup. Puis nous, on va se retrouver dans le salon, l'autre salon de détente. S'il y en a qui veulent nous poser plus de questions, il ne faut pas hésiter. Merci messieurs pour cette présentation. Donc on fait une petite pause et on reprend
pour l'avant-dernier Rex de la journée avec Samuel Bally et Clément Vassella Dibon. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Ben, on a